Débat et controverse sur BFM Business. Nicolas Dose accueille les experts. Bonjour et bienvenue à l'actualité de ce lundi. Alors on a une actualité très business en France avec le retour de SFR qui lorgne cette fois-ci Bouygues Télécom. C'est merveilleux. À l'époque, Arnaud Montebourg ne voulait surtout pas entendre parler de 4 opérateurs. Il disait il faut revenir à 3, il faut revenir à 3 opérateurs. Et puis là, Emmanuel Macron dit oh, surtout il ne faut pas revenir à 3 opérateurs, il faut en garder 4. C'est quand même assez merveilleux ces girouettes politiques. Sinon, on est devant un gros deal puisque SFR serait prêt à mettre 10 milliards en cash pour reprendre Bouygues Télécom, c'est-à-dire aujourd'hui à peu près la valeur du groupe Bouygues dans son ensemble, le BTP compris. Il y a 18 mois, on estimait que Bouygues Télécom valait 5 milliards d'euros. Et puis l'autre grande actualité, il s'agit de la Grèce. Il y a un Conseil européen, donc ça veut dire que là on parle des chefs d'État et de gouvernement. On a clairement l'impression ce matin que les décisions politiques ont été prises. Plusieurs sons de cloche sont remontés depuis les heures qui viennent de s'écouler, à la fois par la presse allemande, par la presse grecque, et notamment Michel Sapin ce matin qui déclare que ça y est, visiblement, les propositions grecques sont de qualité. Il est fort probable que ce soir on aura trouvé un accord politique. Voilà, on ne veut surtout pas tester le Grexit. On veut sauver la saison touristique et estivale en Grèce. Et on n'a pas envie de voir à quoi ressemblerait une grave crise de la zone euro. Donc visiblement, same player shoot again. Natacha Valla, bonjour. Directrice adjointe du CEPI, le Centre d'études prospectives et d'information internationale. Charles Gave, bonjour. Vous êtes économiste, président de GAFCAL Research, président de l'Institut des libertés. Vous avez écrit de nombreux ouvrages, et notamment L'État est mort, vive l'État chez Bourrin Éditeur. Je ne sais pas si c'est celui-là qu'il faut citer. C'était l'idée, c'était que j'avais le premier État avec un grand E et le deuxième avec un petit E. Donc il fallait passer du gros État à l'État un peu rétréci. C'était ça l'idée, quoi. Oui, c'était ça l'idée. Visiblement, c'est toujours d'actualité parce que vous seriez prêt à le réécrire. Absolument. Mettez-vous plus près du micro, rapprochez-le, on vous entend pas. C'est Marc Toiti, bonjour. Bonjour Nicolas et bonjour à toutes et à tous. Économiste, président du cabinet AC Défis, et il a publié Guérir la France, la thérapie de choc, le livre à offrir d'urgence à Hollande et Valls aux éditions du Moment. Vous allez me dire ce que vous pensez de la reprise, cette fameuse reprise qui semble se concrétiser, même si pourtant les taux remontent un peu et si le baril de pétrole a quitté les $46. Est-ce que vous comprenez comment est-ce que les politiques peuvent changer d'avis aussi facilement? Alors, on a eu Arnaud Montebourg à l'époque où il y a eu l'opération autour de Numéricable et il fallait absolument consolider le secteur, absolument revenir à 3 opérateurs parce qu'il y avait eu une telle concurrence qu'évidemment ça avait détruit des emplois et fait baisser les prix et pénaliser l'investissement. Et là, Emmanuel Macron lui dit oh là là, non, attendez, si on revient à 3 opérateurs, on va avoir un phénomène de frein sur l'investissement, justement, au moment où on a besoin de croissance à l'horizon mai 2017. Comprenez tout ça, Marc Toiti? Moi je dirais que on a l'habitude finalement du revirement des politiques. Mais ce qui compte avant tout, c'est est-ce que c'est crédible ou pas? C'est ça le vrai enjeu. Quand on met le deal là? Le deal, c'est ça. Est-il crédible? Ouais, globalement, est-ce que on va avoir une concentration du secteur? Est-ce que c'est bon pour le consommateur? C'est pas sûr, parce que justement on a vu dans le secteur des télécoms, quand on ouvre généralement on a plutôt une baisse des prix, donc plus de pouvoir d'achat. Passé avec Free. Bon. Ce qui s'est passé, donc là on va dans le sens inverse. Est-ce que ça serait bon ou pas? Plein de pays l'ont fait, Marc. Oui, tout à fait. L'Autriche est revenu de 4 à 3, ça a fait monter les prix de 10%. Voilà, mais est-ce que c'est le moment? Je ne sais pas. Et puis on met 10 milliards pour une boîte qui coûte 5 milliards, je sais pas, ça me paraît toujours bizarre. Et puis moi je pense que le groupe de M. Draghi devrait peut-être se calmer un petit peu. C'est-à-dire là, il y a une sorte de fuite en avant. On a l'impression d'être en Grèce, entre guillemets, on s'endette beaucoup et puis on verra après. Il faut faire attention, il faut être prudent, c'est-à-dire que moi je suis pour, à la rigueur, pourquoi pas, mais il faut peut-être d'abord consolider ce qui s'est passé avec SFR et autres, et puis après on verra. Là ça va peut-être un petit peu trop vite et il faut faire attention à que ça n'explose pas en vol. Donc moi j'aurais plutôt avoir tendance à être plus prudent de ce point de vue-là. Enfin, M. Draghi, il trouve les milliards par dizaines visiblement sans difficulté quand il s'agit de consolider dans les télécoms. Mais il semblerait que ce soit un secteur sur lequel les financiers aient quand même beaucoup de confiance et d'espoir. Mais il y a quand même près de 40 milliards d'euros de dette. Il est à 32, il monterait à 42. Est-ce que c'est un ratio incontournable par rapport à la taille que après, il faut voir, est-ce qu'il y a une rentabilité derrière de l'opération? Quand on achète 10 milliards quelque chose qui coûte 5, quelle est la rentabilité derrière? On parle de 8 de valorisation. Natacha Valla, là-dessus, alors sur la position des politiques un peu à géométrie variable en fonction du moment, c'est toujours pareil. Ce qu'il faut voir aussi, c'est qu'il faut replacer ça dans le jeu européen. Dans le jeu européen, on est en train de penser à intégrer les marchés. On se dit, mince, il y a plein de choses qui n'ont pas marché dans le marché unique, le vieux projet marché unique, même pas l'union des capitaux. Et on se rend compte que là-dedans, il y a digital, infrastructure et télécom. Et du coup, au niveau européen, est-ce qu'on peut se permettre d'avoir, chaque État membre peut se permettre d'avoir
3, 4 opérateurs. Donc le grand jeu, je pense que d'une façon stratégique à vraiment moyen terme, il faut raisonner sur un espace, je suis plutôt optimiste de ce point de vue-là, indépendamment des choses qui se passent en Grèce. Si on raisonne vraiment sur un espace européen d'un marché des télécoms intégrés, il y aura peut-être aussi des opportunités. Non, Arnaud Montebourg, il disait ça autrefois, il disait regardez les Américains, ils sont 300 millions, ils ont 3-4 gros opérateurs. Les choses mûrissent, les choses arrivent, on a le plan Juncker, vous allez me dire, c'est une grosse blague ce truc-là, mais il y a quand même des initiatives. L'initiative de l'Union, le Digital Markets, il y a beaucoup d'énergie mis là-dessus en ce moment. Les choses vont avancer, peut-être pas très vite, c'est peut-être pas dans les 6 prochains mois ou dans la prochaine année, mais sur les 5 prochaines années, je pense qu'on devra réfléchir à périmètre un peu élargi, et dans ce cas, j'espère que la stratégie des tractations en cours se situe au moins à 5 ans. Ouais, écoutez, je sais pas, en tout cas, on est sur une histoire bien franco-française encore, et l'Airbus des télécoms, il n'est pas là. Comment vous regardez cette histoire, Charles Gave, vous qui êtes un partisan de la concurrence, un partisan du libre marché? Alors l'intervention d'un politique sur un marché où il a absolument 0% du capital, ni d'un côté ni de l'autre, il n'y a vraiment que dans Orange, mais c'est quand même la 3e bande du billard. Et puis la question de la concurrence pour le consommateur. Vous savez, dans ce domaine, moi, je crois que mon incompétence le dispute à mon ignorance, donc je ne sais pas si j'ai grand chose à dire. Je suis content que les gens s'occupent des télécoms. J'ai dit une fois chez vous, je crois que M. Montebourg ne reconnaîtrait pas un frigidaire d'une machine à laver, mais dans le domaine technologique, c'est un garçon charmant, mais il est juriste. Il n'est plus là d'ailleurs maintenant. Il n'est plus là, mais enfin, Macron, il est inspecteur des finances, mon Dieu, il doit pas savoir comment marche un téléphone. Ah, vous êtes un peu sévère quand même. Et donc, les déclarations de Macron, la manière dont il a mené cette loi Macron prouve quand même qu'il a un peu la tête sur les épaules et qu'il est totalement largué. Je ne dis pas qu'il est largué, je dis que c'est extraordinairement technologique. J'ai un frère qui vit en Suède et il ne passe plus par aucun des opérateurs suédois. Parce qu'il y a un gars qui peut arriver, qui passe par l'Internet dans Stockholm, tout est branché, et il ne passe plus par aucun Internet, et ses communications ont diminué de 90%. Le jour où ça arrivera, la dette de 40 milliards ne pourra pas être remboursée. Bon, écoutez, on n'en est pas là. Alors, je sais pas, les Suédois, visiblement, sont super en avance. Ils sont super en avance dans tout ce qui est technologie. Ça, c'est tout à fait évident. En fait, vous parlez des adresses par adresse IP, ça vous pensez, c'est-à-dire indépendamment des réseaux téléphoniques. Ah non, c'est vrai. Non, mais il est clair qu'effectivement, les pays nordiques, compte tenu des contraintes de territoire qu'ils ont, et notamment des hivers très froids, ont été en avance forcément sur tout ce qui était télécommunications, qui se passait effectivement de l'obligation de mettre de la câblerie et des éléments terrestres. Mais c'est vrai qu'on là on touche. On n'est quand même pas au jour où on pourra, pour l'instant, se passer d'un opérateur de télécommunications en France. En Suède, si. Non, mais on touche sur la problématique de la dette. Ça fera la transition avec la Grèce peut-être. C'est-à-dire que effectivement, s'endetter, c'est pas grave, mais pour peu que cette dette génère de la croissance, au moins pour rembourser les intérêts de la dette. Tout l'enjeu est là. Tout l'enjeu est là. C'est ce qui nous fait tellement mal aujourd'hui au niveau français, parce que depuis 7 ans, on n'a plus assez de croissance juste pour payer les intérêts de la dette. Je parle même pas effectivement la Grèce, si on posait la question, mais on a fait cadeau aux Grecs déjà 150 milliards, mais ils ont encore 330 milliards de dettes. Mais d'où vient cette dette? Et c'est vrai que c'est une vraie question, mais tout simplement parce qu'il n'y a pas de croissance, c'est en constant déficit, et que la dette augmente structurellement. Donc c'est là tout le problème. C'est vrai pour un État, pour un pays, pour un ménage, également pour une entreprise. Donc si derrière effectivement il y a un flux de revenus qui est là, qui assure tout ça, très bien. Si demain il y a un couac qui vient, on va dire de l'horizon informatique, de l'internet, etc., qui casse le business model de certains opérateurs téléphoniques, effectivement ça peut poser problème. Bon, en tout cas visiblement BNP Paribas serait quand même prêt à financer très largement cette acquisition. Ce ne sont pas des perdreaux, s'ils le font, c'est qu'ils pensent qu'il y a quand même la capacité. Les taux sont bas, c'est aussi le but. Il est certain qu'on assiste à une opportunité de marché extraordinaire. C'est le moment d'aller faire des emplettes, parce que les choses vont forcément changer. Comment vous regardez la Grèce, Charles Gave? J'imagine que c'est un sujet qui vous parle davantage que les télécoms. Il semblerait, là, au moment où je vous parle, qu'on soit en train de connecter tout ce qui nous manquait pour arriver à une solution négociée dans la journée et pouvoir titrer demain dans la presse: accord sur la Grèce, tout est réglé. Tout est réglé. Ben oui. Accord politique, pas de Grexit. Il y aura donc 7 milliards d'euros qui sont attendus par les Grecs qui seraient libérés comme prévu, et probablement le principe d'un 3e plan d'aide de l'Union européenne, de la zone euro, qui serait acté. Je ne vois pas comment ils peuvent s'en sortir sans vouloir. C'est ce qu'a dit Marc Toiti. Vous avez aujourd'hui une absence totale de croissance en Grèce. Non, mais là, c'est pas le sujet du jour. Bien entendu. Pour rembourser une dette, il faut quand même dégager des excédents. Oui. Il est hors de question qu'ils dégagent quelque excédent que ce soit. Ils ont des excédents primaires aujourd'hui. Donc, le problème, il faudrait monter peut-être un peu en arrière, revenir à la cause première. Quand la Grèce est voulu rentrer dans l'euro, qu'est-ce qui s'est passé? L'Europe a envoyé des auditeurs
signé que la Grèce avait 1,5% de déficit budgétaire. Le déficit réel était de 8%. Oui, mais je sais, mais ça, on la connaît l'histoire. Oui, on la connaît l'histoire. J'entends bien. Qui rentrent, on leur a fait croire qu'ils pourraient vivre avec le Deutschmark et la compétitivité de l'Allemagne. C'est un grand mensonge qui arrive à son terme. C'est pas ce que je dis, c'est que le mensonge continue. Ouais. Le mensonge continue. La Grèce, si vous faites tourner n'importe quel tableau Excel, est complètement incapable et de servir sa dette et de la repayer. Donc on continue à prêter de l'argent à des gens qui ne peuvent pas la rembourser. Oui. C'est-à-dire qu'on détruit de la valeur. Oui, mais on détruit de la valeur sans arrêt, sans arrêt. Et vous faites le malheur des Grecs en attendant. Ils vont rester avec 25% de chômage. Ils vont continuer à être égorgés. C'est ce qui nous est arrivé en France pendant la période Rueff-Laval. Et ça nous a amené à des désastres, ensuite le Front populaire, les Allemands en France, etc. La Grèce est en train de perdre toute souveraineté, comme la France l'a perdue en 1940. Et puis voilà, quoi. Est-ce que ça veut dire que dans ces cas-là, on teste l'autre solution, qui est donc le défaut... On la testera inévitablement. Il n'y a pas d'autre... inévitablement. On ne peut pas... Quelqu'un qui ne peut pas rembourser sa dette ne la remboursera pas. Donc on ne discute pas du principe, on discute du timing. Bon, alors est-ce que c'est le timing aujourd'hui? Natacha Valla doit l'emporter sur le principe. On est tous d'accord que cette dette qui est aujourd'hui de 300 et quelques milliards d'euros n'est pas remboursable, que la croissance n'est pas là pour la rembourser. Mais là, on est dans un timing un peu particulier. Il y a des élections en France en 2017, des élections en Allemagne. Il y a toujours des élections. Il y a toujours. Il y a un petit frémissement de reprise après 6, 7, 8 années absolument catastrophiques. On m'a dit 5 fois qu'il y avait une reprise, ici même d'ailleurs. En 2014, la reprise était là au début de l'année. En 2014, la reprise n'était pas là comme elle est aujourd'hui. Oh, ben écoutez, ici j'ai entendu que la reprise était là. Donc... vous avez peut-être entendu que la reprise était là. On a quand même eu des retournements de conjoncture sur les taux, sur le niveau de l'euro, sur le niveau du pétrole, qui se sont véritablement inscrits de manière opérationnelle à l'automne dernier. C'est quand même là où on a commencé à avoir des signaux d'amélioration. Aujourd'hui, quand vous demandez à certains chefs d'entreprise, ils voient quand même l'avenir de manière un petit peu plus radieux qu'il y a un an. Natacha, est-ce que c'est le timing ou la réalité fondamentale qui doit l'emporter? Sur la Grèce, je pense aussi que la réalité fondamentale va finir par l'emporter. Ce qu'il faut voir, c'est que la réalité fondamentale aujourd'hui, en termes de timing à très court terme, c'est quand même une grosse pression sur le système bancaire grec. La BCE s'est exprimée quand même de façon très très explicite pour son propre style, en disant vendredi, en rallongeant quand même de façon assez généreuse la facilité de liquidité d'urgence. Ça va sûrement être le cas encore aujourd'hui. Donc on fait face aujourd'hui à un système bancaire qui a des fuites de dépôts. C'est pas un bank run, on n'a pas les files d'attente, pas encore, mais on a une pression continue sur les dépôts, les stocks de dépôts qui décroissent. On a une pression sur les prêts non performants, les provisions qui les accompagnent, et aussi le refinancement des titres grecs qui sont parmi les actifs des banques grecques. Donc, tant qu'on aura cette situation-là au niveau du système bancaire grec, la situation sera encore très très critique du point de vue de la gestion à court terme des affaires de la Grèce et de l'appartenance de la Grèce à la zone euro, puisque c'est par le système bancaire que ça passe. Alors, face à ça, on a aujourd'hui 2 nouvelles échéances qu'on discute depuis la semaine dernière. C'est l'échéance de la réunion des ministres des Finances et la réunion des chefs d'État de la zone euro. Si on a décidé de mettre sur la table une réunion de chefs d'État, c'est qu'on avait envie de donner une chance à une sorte de solution ou effet d'annonce politique. C'est exactement ça. Alors, l'effet d'annonce politique... On prépare depuis 10 heures, là, l'effet d'annonce. Voilà. Alors, à quoi nous prépare-t-on? Et c'est là qu'il faut regarder les choses un petit peu dans le détail. On sait que les institutions qui sont les créanciers de la Grèce, donc créanciers pas tout stricto sensu, mais la BCE, la Commission et le Fonds monétaire international ont des conditions quand même assez strictes, assez claires sur la TVA. Enfin, on ne va pas rentrer sur ces éléments-là, on peut en dire un mot. Natacha Valla, il semblerait que sur la TVA, il soit d'accord pour l'augmenter sur les médicaments, qu'il soit d'accord pour le 1% d'excédent primaire, qui est donc la nouvelle exigence européenne qui a été divisée par 3 par rapport à ce qui était initialement demandé. Il semblerait aussi qu'il soit d'accord pour renoncer aux retraites anticipées. Donc les petits points techniques permettent de dire c'est bon. C'est les points qui permettent de dire c'est bon. Cela dit, il y a un éléphant dans la pièce, et ça a bien été rappelé, c'est la question de la soutenabilité de la dette. Et les Grecs, ce qu'ils veulent, dans la logique de négociation, et je pense que c'est déjà sur la table aujourd'hui, ils veulent que sur la table du sommet du Conseil européen ce soir, il y ait la question de la renégociation de la dette. Alors, ça, c'est la question intéressante. Mais elle est posée également dans les éléments pour la mais même si on diminue cette dette de moitié, ça n'est toujours pas jouable. Si le seul moyen, c'est de l'annuler entièrement. Ben, évidemment, mais si vous l'annulez entièrement, pourquoi vous ne l'annulez pas pour les
Italiens, pour les Portugais, pour les Espagnols. Et il ne faut pas oublier un point de détail, c'est que les 1000 milliards d'euros détenus dans les balances target par l'Allemagne, qui est le résultat des excédents commerciaux que l'Allemagne a eu sur le reste de l'Europe depuis 10 ans, si vous diminuez cette dette de moitié... Pas que sur l'Europe. Non, mais je parle de la balance target. Je parle pas des... C'est l'eurosystème, c'est cette espèce d'univers. C'est-à-dire ils ont eu 1000 milliards d'euros d'excédents sur l'Europe. Et donc si vous décidez que la dette espagnole, italienne vaut 50%, l'Allemagne prend une perte de 50%, ce qui fait 500 milliards. Cette dette est dans les fonds et dans les bilans de son système financier. Et donc le système financier allemand a des capitaux de 350 milliards. Donc si vous diminuez la dette, si vous faites un write-off de 50% des dettes européennes vis-à-vis de l'Allemagne, le système financier allemand est en faillite le lendemain matin. Il faut le recapitaliser. Donc c'est pour ça que les Allemands, gueulent comme des ânes. Et je suis d'accord, mais ça veut dire que si on faisait ça, Natacha, dans ces cas-là, si on annulait la dette, tout ou partie de la dette, effectivement, l'étape simultanée serait que la Grèce, les banques allemandes. La Grèce quitterait la zone. Il y aurait une vraie... Je suis entièrement d'accord avec ça. Il faut nationaliser les banques allemandes si la Grèce fait la question de la stabilité financière est majeure. Il y a aussi la question institutionnelle de sur qui fait-on défaut. Il y a la question du défaut sur le FMI. Alors le FMI a des textes, une rhétorique qui permet de dire c'est un défaut qui n'en est pas un, ce sont des arriérés. Ça a été fait par des pays qui ont été cités dans la presse, qui ne sont pas parmi les pays les plus reluisants d'un point de vue de la gouvernance, enfin pas tous. Donc il y a la première question du défaut sur le FMI. Il y a la question du défaut sur les États membres. On commence à entendre en France que finalement, si on renonçait à nous avoir sur la Grèce, ça coûterait 4 000 € par famille. Enfin bon, on commence à avoir des choses qui sont politiquement... Voilà. On est sur une soixantaine de milliards d'euros. Peu importe. C'est une question qui politiquement pourrait être très facile. Là dans la dette française. Mais bien sûr. Voilà. La dette française est augmentée d'autant puisqu'elle n'est plus de la dette grecque, c'est plus un actif de la France, ça devient un passif. Et donc automatiquement, la dette française augmente, le déficit budgétaire augmente d'autant. Donc ça, il faut bien garder ça. Enfin, le déficit, la dette. Point de vue, la dette, le déficit budgétaire, parce qu'il va falloir le servir. D'un point de vue, en tout cas, d'argument politique, c'est pas clair. Et la dernière chose qui, pour moi, est la question vraiment majeure, fait-on défaut sur sa banque centrale en conservant la monnaie émise par cette banque centrale? Et moi, plus que psychologiquement, philosophiquement... Moi, fait-on défaut, voilà, on va reprendre cette idée. Fait-on défaut sur sa banque centrale en conservant la monnaie émise par cette banque centrale? C'est ça. La Banque Centrale Européenne, l'Eurosystème dans son ensemble, mais essentiellement la Banque Centrale Européenne, avait un programme antédiluvien qu'on a appelé le programme SMP il y a quelques années, donc Securities Markets Program, acheter de la dette publique grecque dans ce cadre-là. Elle refinance aussi par le biais des titres grecs qui sont placés dans les bilans des banques grecques. Donc si la Grèce faisait défaut sur ces titres-là, de facto, la BCE devrait renoncer à effacer une partie de ses avoirs. Or, est-ce que c'est vraiment concevable de rester dans une zone monétaire qui est celle qui est émise par votre créancier? Là, il y a un problème un peu d'endogamie. Alors, je ne dis pas qu'il n'y a pas de solution à cette question-là. J'imagine et j'ose espérer qu'on est en train d'y réfléchir en haut lieu à Bruxelles. Il y aurait la dette portée par la BCE pourrait être portée par d'autres institutions, de type mécanisme européen de stabilité. Mais bon, ça fait partie des choses qui se décident pas en un jour. On parle de quoi? Ils sont à 110, 120 milliards d'avance de trésorerie, la BCE sur la Grèce. 84. 84 sur la liquidité d'urgence. Bon, c'est assez complexe. On marque une pause. On se retrouve dans un instant, Charles Gave, Marc Toiti, parce qu'on se rend bien compte qu'effectivement, techniquement, les solutions, on les a. Après, effectivement, sur des solutions techniques qui ne règlent pas forcément les problématiques futures. À tout de suite. Nicolas Dose et les experts sur BFM Business. Natacha Valla, directrice adjointe du CEPI, le Centre d'études prospectives et d'information internationale. Charles Gave, il est économiste, président de GAFCAL Research. Et puis Marc Toiti, économiste, président du cabinet AC Défi et auteur de Guérir la France, la thérapie de choc, publié aux éditions du Moment. Les réactions des auditeurs, c'est par exemple celui-ci sur Twitter. Peut-on m'expliquer pourquoi concrètement, moi, contribuable français, je devrais payer pour les Grecs? Il y a aussi une autre question, qui va payer? Point d'interrogation. Et vous me disiez hors antenne, on peut sauver tout ça, Natacha Valla? On peut sauver tout ça. Alors que Charles Gave nous dit de toute façon, si on trouve un accord, ce sera pour la galerie, mais aucune solution durable n'a été trouvée. Cette dette n'est pas remboursable et l'activité économique grecque ne sera pas en mesure d'être suffisamment puissante pour permettre de rendre cette dette soutenable. Il me semble qu'on peut sauver tout ça. Alors tout ça, c'est quoi? Tout ça, c'est la zone euro, avec tous les États qui sont dedans, avec des écarts de compétitivité nord-sud de dingue. Alors, la zone euro avec la Grèce, sans doute oui, mais il faut trouver une solution qui permette de redonner aux Grecs le sentiment d'avoir l'ownership de leur
réforme et de leur programme politique, et une solution qui aussi en même temps permette à la BCE de s'extraire un peu de tout ce fil, cette toile d'araignée dans laquelle elle s'est mise. Donc moi je pense que c'est ces deux conditions-là qui doivent être remplies. Il y a un très bel avis de William Boyter dans le Financial Times sur la question, qui est un petit peu idéaliste, mais qui dit que finalement on pourrait y arriver. Je pense aussi qu'on pourrait même sauver la zone euro, même si la Grèce n'était plus dans la zone euro. Les choses ne sont pas sur la table aujourd'hui, et c'est bien là le grand malheur. Mais je pense que si par un mécanisme absurde de court terme ou réalisme de long terme, la Grèce devait sortir de la zone euro, si les États membres, les grands États membres de la zone euro, l'Allemagne, la France, peut-être aussi l'Italie et l'Espagne, étaient capables de mettre sur la table un programme qui permette d'intégrer la zone euro de façon plus pérenne au niveau zone optimale, la zone des transferts notamment. Bien sûr, mais je ne comprends pas pourquoi il doit payer pour les Grecs. Je pense qu'il faudra avoir le courage d'en arriver là. Si on a un problème au niveau du... C'est-à-dire qu'il faut que les Allemands payent. Les Allemands et nous, Charles Gave. Mais non, pas du tout, parce que ceux qui ont des excédents extérieurs, c'est les Allemands. D'accord. Donc les seuls qui doivent payer, l'Allemagne doit envoyer à peu près 5% de son PIB, année après année, dans la zone target pour pouvoir maintenir l'euro. C'est 2 fois les réparations allemandes après la Première Guerre mondiale. Bon. Il est hors de question que les Allemands travaillent comme des fous pour que les Grecs prennent des... Ça veut dire que la zone euro ne peut pas devenir une zone monétaire optimale. Mais c'est évident. On peut considérer que l'Allemagne... C'est évident, dit Charles Gave, que non. Allez-y, allez rapidement, Natacha, on va faire réagir Marc Petit. Une des conditions aussi, c'est que les déséquilibres extérieurs de l'Allemagne se corrigent et se réduisent. Il faut que ça aussi... Vous avez déjà vu l'Allemagne avec des déficits extérieurs ? Moi, je pense que là, si vous voulez... Vous disiez idéal tout à l'heure, Natacha. Allez-y, Marc. Le problème, c'est qu'on oublie que la solution, c'est justement le Grexit. C'est que la solution, c'est que la Grèce sorte de la zone euro pour tout le monde. Personne ne veut tester. Personne ne veut parce qu'on a peur. Oui. Parce qu'on n'a pas de courage politique. Oui. Mais aujourd'hui, on ignore ce qui va se passer. Vous l'évoquez vous-même, une zone monétaire optimale à 19 pays, ce n'est pas possible. Il faut être sérieux. Surtout quand on a des pays qui ne respectent pas les règles du jeu, comme la Grèce. Et alors, ce qu'il faut bien comprendre aujourd'hui, c'est que nos amis grecs, on veut les aider. On leur a déjà fait un cadeau de 300 milliards. Les banques, 120 milliards d'euros, elles ont donné. On a augmenté le crédit. On a encore 330 milliards de dettes. Jusqu'où va-t-on aller? Il faut être clair, il faut appeler un chat, si vous voulez. Aujourd'hui, nous sommes encore dans ce qu'on appelle une fuite en avant. Alors on pourrait dire que c'était pas un dragme, si vous voulez, hein, mais tout de même, bon, c'est une blague, frame joke. Mais ce que je veux dire par là, c'est que ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'aujourd'hui, on a besoin de redonner de la crédibilité à la zone euro. Ce qu'on va faire aujourd'hui, on va encore courber les chines, ça va nuire à la crédibilité. C'est quoi? C'est une grande injustice. C'est une grande injustice pour les pays tels que l'Italie, l'Espagne, le Portugal, l'Irlande, qui redémarrent aujourd'hui, mais ils ont fait des efforts, ils ont une crise très grave comme la Grèce. Ils ont redémarré. Pourquoi pas la Grèce? Vous comprenez? Donc déjà vis-à-vis d'eux, c'est une injustice. Deuxième problème, on crée ce qu'on appelle un aléa moral. C'est-à-dire on dit finalement aujourd'hui, ben voilà, c'est pas compliqué, on dit aux Espagnols, votez pour Podemos aux législatives, élisez un parti d'extrême gauche à votre tête, et on va vous supprimer une partie de votre dette. C'est formidable. Comprenez? Donc là, c'est extrêmement dangereux. Moi, je pense que l'effet domino, il est plus là que si on dit à la Grèce, vous sortez de la zone euro, d'autres pays vont vouloir faire la même chose. Et d'un autre côté, le troisième grand problème, c'est que, on l'a dit, qui va aujourd'hui financer? Donc, il faut être clair. Les Grecs, ils l'ont dit. Je veux dire, s'ils ont élu un parti d'extrême gauche, et Tsipras l'a dit, ils ne veulent pas rembourser la dette. Tout ou partie de leur dette. Donc, c'est demande une restructuration de cette dette depuis des mois. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire? Très bien, on va dire voilà, les Grecs, ils ont accepté quelques points, qui ne veulent rien dire d'ailleurs parce qu'ils les respecteront pas, et en échange, on va encore diluer, restructurer la dette. Donc, ça sera un défaut sans le dire, si vous voulez. Peut-être vis-à-vis du FMI, on va l'officialiser comme on l'évoquait tout à l'heure. Vis-à-vis des pays européens. Non, le FMI, ils vont payer le 1,6 milliard le 30 juin. D'accord, mais c'est peut-être la zone euro qui va régler, qui va aider. Ça, on verra. Mais de toute façon, on va gagner du temps. On est dans une sorte de fuite en avant. Et alors, dernier point important. Oui, mais dans ces cas-là, qu'est-ce qu'on fait? On teste le clash aujourd'hui? Oui. On veut voir ce qui se passe demain sur toutes les bourses du monde? C'est là où ce qui est très important. Parce qu'évidemment, si on fait une faillite de la Grèce comme une faillite de Lehman Brothers, n'importe comment, évidemment qu'il y aura un clash. Mais si on fait ça proprement... Ça n'existe pas, la faillite ordonnée, Marc Toiti. Mais dire ça existe. Lehman, ils se sont tous dit ça va très bien se passer, et puis ça s'est très mal passé. Je ne parle pas d'une faillite. Je parle aujourd'hui d'une sortie de la Grèce de la zone euro de façon structurée. Sachant que pour que la Grèce... Parce qu'encore une fois, je l'évoquais tout à l'heure, le problème n'est pas la dette du passé, c'est la dette à venir. Parce qu'aujourd'hui, le plan de Tsipras, c'est quoi? C'est encore 20 milliards d'euros de dettes qui arrivent là cette année. Comment va-t-on les financer? Donc le vrai enjeu aujourd'hui, il est là.
le seul moyen pour la Grèce de sortir de la zone euro, c'est de retrouver une devise, je dirais, qui soit un moteur de croissance. Or, aujourd'hui, si vous prenez le niveau d'équilibre de l'euro-dollar, ce qu'on appelle le NATREX, taux de change naturel, pour la Grèce, c'est 0,70 $ pour un euro. Comprenez? Donc si on veut donner une chance aux Grecs de sortir par le haut de cette crise, de retrouver la croissance, pas des aides, parce qu'aujourd'hui la Grèce ça devient un pays sous perfusion. Vous nous vendez le Brexit comme un truc vertueux et une partie de plaisir. Pas du tout, rien n'est partie de plaisir. Mais ce que je veux dire pas, c'est que justement par peur, je dirais, par manque de courage politique, on gagne du temps et finalement le clash finira par arriver. C'est ça ce que je veux dire aujourd'hui. Donc mieux vaut organiser les choses que si demain, dans 6 mois, on va reparler de la crise grecque. Et depuis 2010, on a eu au moins 6 ou 10 réunions de la dernière chance. Les sommets de tous les dangers de la dernière chance, ne pas sous sa casse. On gagne 6 mois, on gagne 3 mois, on gagne 1 an, et on est toujours face au même problème, c'est-à-dire l'absence de croissance. Et on parlait tout à l'heure de la reprise, avec l'euro qui remonte, le baril qui remonte un petit peu, les taux qui remontent, la reprise elle va faire long feu très vite, elle va disparaître très très vite. Donc il faut être extrêmement prudent aujourd'hui. Je pense que je comprends politiquement pourquoi on va donner encore un nouveau cadeau à la Grèce, économiquement parlant, et même financièrement parlant. Je pense que la solution aurait été un Grexit organisé, et c'est pour le bien de la zone euro et également pour le bien des Grecs. Charles Gave, alors par rapport à ce qu'a dit Marc Toitier, aux espérances nourries par Natacha Valla, au scénario plus sombre de Marc Toitier, à l'idée qu'un Grexit organisé serait possible. Je voudrais revenir à quelque chose qu'a dit Marc qui est intéressant, c'est l'idée d'aléa moral. Aujourd'hui, on est dans un monde où les banques centrales ont décidé que les marchés financiers ne pouvaient pas baisser. On met des taux d'intérêt à 0, si vous voulez, ce que m'avait dit le gouverneur de la Banque centrale anglaise, Lord King, dans une réunion à New York. Il avait dit, le but, la politique des banques centrales est simple, c'est d'empêcher les marchés financiers de baisser. Oui, point barre, c'est la seule chose qu'on fait. Fort bien. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous repoussez le risque sans arrêt. Et quand le risque va se matérialiser, à force de ne pas vouloir prendre des petites claques à court terme, on va prendre une énorme claque à long terme. Mais quelque chose qui sera absolument gigantesque. Par exemple, vous me dites que la reprise démarre en Europe ou j'en sais rien. Tous les chiffres que je regarde aux États-Unis semblent indiquer que les États-Unis sont peut-être à la veille d'une récession. Pour l'Amérique, c'est particulier. Si les États-Unis rentrent en récession aujourd'hui, vous n'imaginez pas l'impact que ça va avoir sur le reste du monde. Parce que ça, c'est absolument inattendu. Ça veut dire que la politique monétaire des banques centrales, des taux zéro, de mettre de l'argent dans le système, etc. n'a plus d'effet. N'a jamais marché. Enfin, n'a jamais produit ce qu'on attendait. N'a jamais produit ce qu'on attendait. Donc, on est dans un système où les banques centrales sont en train d'échouer partout. Elles sont en train d'échouer, sauf dans les pays qui ont dévalué de façon absolument gigantesque. Cette espèce de tentative de communisme, parce que c'est une tentative absolument communiste d'avoir un organisme central qui contrôle l'ensemble des prix des marchés par l'intermédiaire des taux de change et des taux d'intérêt, ne peut pas réussir philosophiquement. On a essayé avec l'Union soviétique, ça a raté. On est dans un système de contrôle des marchés par les banques centrales qui va rater. Et donc, il me semble complètement insensé qu'on n'arrête pas de dire il faut empêcher la catastrophe la semaine prochaine. Mais la catastrophe, plus vous l'attendez, plus elle sera grave. Donc, selon il faut un jour ou l'autre faire face à la réalité. Il faudrait admettre un clash aujourd'hui plutôt que d'afficher un accord. Il faut simplement retourner à des prix de marché. Il faut retourner. On n'a plus de prix de marché, ni pour les taux de change, ni pour les taux d'intérêt. Comment voulez-vous qu'un entrepreneur s'y retrouve? Non, mais que l'entrepreneur ait du mal à s'y retrouver et qu'effectivement, en effet, il ne peut pas y avoir de croissance sur les entreprises par le marché qui n'irrigue pas l'économie. La réalité, c'est que vous avez deux sortes d'économistes. Les créationnistes, c'est-à-dire les keynésiens qui pensent qu'il y a un dieu tutélaire qui est gentil et qui crée de la richesse à partir de rien, et les darwiniens qui disent la création vient de l'entrepreneur. Nous sommes dans un monde totalement dominé par des créationnistes de nature religieuse. Ils n'ont plus aucune science. Il y a du communisme, il y a quand même les banques centrales. Les banquiers centraux aujourd'hui sont devenus des gens religieux. Ils croient à quelque chose qui s'appelle le keynésianisme et qui devrait marcher, mais ça ne marche pas, mais ça n'a jamais marché. Sur le fait qu'on a tué les juges de paix du marché, qui sont les taux, qui sont les prix, qui sont la notion de risque, on est d'accord. Pourquoi vous voulez que ça marche? Pourquoi vous voulez qu'il y ait reprise? C'est tout l'enjeu. On s'éloigne de la Grèce, là, tout soudainement. Oui, mais enfin, la Grèce n'en est qu'un symptôme. Pas tant que ça, finalement, parce que c'est tout l'enjeu de la responsabilité de stabilité financière qu'on a effectivement donné aux banques centrales, mais qu'on pourrait donner aussi à d'autres institutions. Qu'on pourrait, on n'a pas besoin de stabilité financière si les marchés fonctionnent. C'est quand les marchés sont pris s'il y en avait des systèmes de marché, il n'y a pas de problème. C'est surtout qu'on a besoin de conséquences économiques. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a eu des aides énormes. Il ne faut quand même pas oublier. Alors, en 2008, 2009, 5 000 milliards de dollars de plans de relance budgétaire au niveau mondial. On a une planche à billets, 4 000 milliards aux États-Unis, 1 000 milliards en Europe, au moins autant au Japon. Donc c'est des sommes énormes et tout d'intérêt à zéro. Donc
grâce à cela, à cause de ça, on aurait été en droit d'attendre une croissance à 4%. Or, on est combien? On parle de reprise, c'est combien? C'est 1%. Allez, 1,2. Donc c'est ça le problème. Et encore, dans les 2 tiers, c'est l'État. Voilà, on a mis des moyens énormes rien du tout. et il n'y a pas de conséquences économiques derrière. C'est là où on a cet écart, ce qu'on appelle cette bulle, c'est qu'effectivement les marchés financiers ont été trop loin par rapport à la réalité économique. C'est ça qui aujourd'hui devient dangereux. Il faut un ajustement. Alors soit effectivement un peu plus de croissance, j'espère que ça arrivera, ou alors c'est les marchés qui vont aller plutôt à la baisse. Mais là, c'est qu'on est dans un complet aveuglement parce qu'on a peur de se faire mal et donc finalement à la fin on risque de faire beaucoup plus mal. Natacha, votre vision, c'est la question de fond qui est posée par la question de fond, c'est la question des années de salle de shoot, des années de salle de shoot qui ont pris un rôle qu'elles n'auraient jamais dû prendre. Natacha. Moi, je pense qu'il y a une question qui se pose aujourd'hui, c'est est-ce qu'on peut avoir de la croissance sans bulle? Et je pense que pour répondre à cette question-là, il faut prendre de la distance historique. Il faut revenir sur les épisodes précédents. Il faut être capable de savoir si, oui ou non, on a en toile de fond de la croissance économique des macrocycles financiers, peut-être. On connaît très mal ces phénomènes de long terme-là parce qu'on les a très peu étudiés. Donc je pense qu'il faut avoir les idées claires sur justement ces phénomènes financiers et voir dans quelle mesure la croissance économique est autonome ou pas par rapport à des phénomènes de désalignement ou de mésalignement des prix financiers par rapport à leurs fondamentaux. Jean-Pierre Petit n'a pas totalement tort quand il nous dit à plusieurs reprises dans cette émission on vit en économie de bulle et on va de bulle en bulle. Ce avec quoi je suis d'accord, c'est qu'on a... un coup c'est une bulle immobilière, un coup c'est une bulle du surendettement privé. Non mais attends, il y a une réalité économique quand même importante. C'est-à-dire que ne l'oublions pas, c'est ce que je réponds à Natacha, c'est qu'effectivement on a un cycle de croissance qui est lié par des révolutions technologiques, où là on a de la vraie croissance. C'est-à-dire, alors évidemment parfois il y a des bulles sur les nouvelles entreprises qui se créent, mais au-delà de cela, on crée un nouveau paradigme économique. Donc c'est ça la vraie croissance. Donc c'est une croissance qui se fait en dehors des bulles, qui crée des emplois finalement. Et c'est vrai que pour ce faire, il faut des révolutions technologiques. Et c'est ce qui fait notre temps défaut aujourd'hui. Il faut aussi peut-être de l'innovation financière. On ne sait pas. De l'innovation financière on ne sait pas si... mais bien sûr, mais c'est pour ça que je le mets sur la table. Je pense que quand on dit... Est-ce qu'on pense qu'on peut faire l'économie de bulle? Qu'est-ce qu'on dit quand on parle de bulle? Une bulle, c'est quand un prix financier n'est pas aligné avec les fondamentaux qui sont derrière. Alors, c'est qu'on a raté une hausse. Non, mais financier, je peux vous expliquer que la bulle, c'est qu'on a raté. Mais ça, c'est que d'un point de vue financier, mais on parle de moins de vue économique. Mais ce qui est important, ah oui, Vixel, c'est exactement, c'est très bien de citer Vixel c'est le seul qui explique parfaitement la situation actuelle. Ce qu'il faut savoir, et ça, à mon avis, on n'en sait rien. Est-ce qu'on peut générer de l'innovation technologique? Est-ce qu'on peut porter la prise de risque au niveau de l'entrepreneur sans risquer d'avoir un peu d'exubérance sur le marché financier? Et si la réponse est oui, il faut savoir avoir les instruments pour réguler cette exubérance. La révolution financière. technologique se fait en cash flow positif. Ils n'ont pas besoin d'argent. Il n'y a pas une société à l'heure actuelle dans le domaine de la technologie qui a besoin de cash. Donc, si vous voulez, je ne vois pas très bien pourquoi d'un seul coup il faudrait que les États se préoccupent de créer. Mais il faut voir aussi qu'aujourd'hui on a une liquidité absolument extraordinaire. Mais qui a été créée à partir de tous les marchés du monde. L'idée de Vixel est liquidité et pourtant très forte volatilité, ce qui fait que la liquidité n'est pas forcément là où on en a besoin. Non, mais exactement. Mais tout le problème est là. Tout l'enjeu est là, mais il faut des perspectives. Allez-y. On a 8 minutes 40 pour terminer cette Non, mais pas pour lui quand même. Non, mais je vous laisserai pas. Ça va y avoir un décrochage. Expliquer l'idée de Vixel. Rapprochez-vous du micro, l'idée de Vixel en quelques mots, et on revient sur la Grèce. L'idée de Vixel est assez simple. C'est que si vous maintenez les taux d'intérêt trop bas, ce qui se passe, c'est que les gens empruntent pour acheter des actifs existants. Donc, si vous maintenez les taux d'intérêt trop bas, vous avez une hausse formidable de la valeur des actifs existants, qui a une rentabilité, c'est ce qui se passe. Donc, pour avoir croissance, il faut maintenir les taux d'intérêt à un niveau où ça empêche les emprunts pour acheter les actifs existants et ça force les gens à créer des actifs nouveaux, qui auront une rentabilité plus forte que le coût de l'emprunt. Or, aujourd'hui, tout ce qu'on fait depuis 20 ans, c'est à maintenir les taux d'intérêt trop bas, ce qui fait monter le prix des actifs existants, ce qui déclenche des bulles, des cracks, et dans les cracks, comme le disait Vixel, du capital est détruit, ce qui fait que la croissance structurelle baisse, puisque vous détruisez un capital monstrueux. Donc Vixel, il y a à peu près, en 1885, a parfaitement expliqué tout ce qui est en train de se passer, et c'est donc pas la peine de s'énerver en disant qu'on a besoin de nouveaux économistes, de nouvelles idées, de nouveaux ceci. C'est une politique monétaire débile, les taux d'intérêt bas
n'ont jamais créé de la croissance. Jamais. Toutes les périodes de taux d'intérêt bas ont amené à des baisses de la croissance structurelle et à des baisses de la productivité. Oui, la croissance structurelle. En même temps. Et il y a des baisses de productivité parce qu'il n'y a plus de capital nouveau qui est créé. Voilà, mais là, on a un problème philosophique qui est très important. Non, mais justement, c'est le. On a mis le débat un peu stratosphérique. Mais non, c'est un débat essentiel. Est-ce que les taux d'intérêt bas créent de la croissance? Voilà, la réponse est non. Créer de la monnaie. La réponse est non. Mais pourquoi on a une autre La réponse est non. Oui, bien pourtant, on sait tous que si les banquiers centraux n'avaient pas agi comme ils ont agi, on ne sait pas où nous serions aujourd'hui. Voilà, on serait bien mieux. Ce qui est important, Nicolas, c'est qu'ils ont bien agi au début, quand il y avait. Ça a duré 6 ans, jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale. Par contre, l'erreur de la Réserve fédérale est très simple. C'est quand il y a eu la croissance qui redémarrait. C'est à ce moment-là qu'on avait. En 2012, en 2011. C'est à ce moment-là qu'il fallait remonter les taux, mais par crainte, par peur. Parce qu'encore une fois, on a peur de se faire mal. Comme pour la Grèce. Le problème, c'est que on a aujourd'hui, c'est le couple rendement-risque. On ne veut plus prendre des risques. Or, le risque, on l'évoquait à l'instant, c'est un moteur de croissance. Si on ne veut pas prendre de risques, donc les taux d'intérêt sont très bas, et donc il y a une faible croissance. C'est ça le drame aujourd'hui. Et donc il faut revenir vers un meilleur couple rendement-risque. Et le problème, on le voit avec la Grèce. Il faut rémunérer l'épargne. On a peur de ce courage politique, mais on pourrait le voir aussi en France. On a fait de la loi Macron, on a fait de la loi Macron, on a fait un Doliprane alors qu'il nous faut je dirais une thérapie de choc. Mais le vrai enjeu là, c'est qu'on ne veut pas se faire mal, on ne veut pas se donner les moyens d'avoir plus de croissance. Il y aura un moyen de raccrocher. Vixel, c'est une théorie qui marche très bien. Moi, je pense qu'on peut raccrocher la théorie de Vixel avec la pratique des banquiers centraux, pas telle qu'elle a été conduite jusqu'à maintenant. Pendant les années Volcker. On a eu les années Volcker, ce qu'on appelait la grande modération. Soyons constructifs. La BCE va mettre 60 milliards sur les marchés tous les mois pendant encore un peu plus d'un an. Ça sert à quoi? Si ces 60 milliards étaient utilisés, au lieu d'aller acheter de l'OAT, du Bund et peut-être du Trésor, sur les obligations des si États. on utilisait cette création monétaire, parce que c'est rien d'autre que de la création monétaire, pour aller financer je vais être un peu faire de la provocation, mais du capital risque, pour aller financer des entrepreneurs au Portugal, pour aller financer des infrastructures pour créer l'union digitale, telle qu'on l'a mentionné. C'est l'Union soviétique, notre truc. On crée de l'argent à partir de rien pour financer de l'argent à des gens qui sont politiquement bien. Ça permet de canaliser aussi l'épargne privée, les gens qui ont de l'argent, ce sont les gens qui sont politiquement bien connectés. Donc on sait très bien que c'est jamais l'entrepreneur. Ça va être, vous allez monter un capitalisme de connivence, comme on en a la spécialité en France, qui ne nous amènera nulle part. La seule façon de indépendante des l'indépendance des banques centrales. Je ne parle pas de l'État justement. Moi je ne parle pas de l'État, je parle de la banque d'éviction. Elle dénonce exactement ce qu'on appelle l'effet d'éviction, c'est-à-dire que comme les États sont surendettés, l'argent qui est donné par la banque centrale, elle va être utilisée pour financer les États, ce qui n'est pas bon justement. Laissez-moi vous donner un exemple. L'enjeu, ça serait de financer l'investissement innovant, l'investissement de capacité, qui crée des emplois. Mais bien sûr qu'il y a besoin d'argent, il y a besoin d'un effet de levier, d'un effet d'endettement. Mais vous enrichissez pas par la dette. Personne ne s'est jamais enrichi par la dette. Pas forcément de la dette. Moi, je pense que ça devrait être de l'equity. Mais alors ça, c'est un autre sujet. C'est ça. Donc l'État possède l'ensemble des sociétés de croissance. On n'est pas rendu. C'est la banque centrale, c'est pareil. Non, c'est pas pareil. Il faut bien que ça puisse dire quelque chose. Et ce que vous décrivez, Natacha Valla, c'est un peu la solution hélicoptère drop. C'est-à-dire, on met 3 000 € sur chaque compte en banque des ménages européens et on est sûr que là, on a un effet consommation-inflation. Sauf qu'on ne le met pas sur le compte en banque des ménages pour miser sur la consommation, on le met sur des entrepreneurs et sur des actions innovantes. Je reviens à mon sujet du jour. Là, on va visiblement calmer le jeu. Est-ce qu'on a raison là, un peu avant 10 heures, de calmer le jeu et de ne pas prendre le risque de l'inconnu total? Moi, je pensais, Marc Toiti, terminé, il nous reste moins de 4 minutes. Très vite. Non, moi, je pense que c'est une erreur aujourd'hui. Alors, on verra si on le fait. Parce qu'encore une fois, on l'a vu, Barack Obama s'en est mêlé il y a 15 jours auprès de Mme Merkel. Il lui a dit non, pas de bêtises avec la Grèce. Donc, c'est-à-dire, là, on est en train de toucher, et je pense qu'il y a aussi un problème géopolitique derrière. C'est que Tsipras, il a été très malin. Il nous avait fait le coup déjà, les Grecs avec la Chine il y a quelques années, en disant si vous nous aidez pas à l'Europe, je vais aller voir les Chinois. Et là, Tsipras, il fait pareil. Si vous nous aidez pas, je vais aller voir les Russes. Et c'est là où, effectivement, ça devient un jeu géopolitique et pas simplement économique. Et c'est là où ça devient malheureusement inquiétant. Il faut aller jusqu'au bout, puisque si la Grèce veut aller voir la Russie aujourd'hui, parce qu'elle va la voir demain, mais entre-temps, elle aura eu une nouvelle aide. Donc c'est là le drame aujourd'hui. Je pense que même pour les Grecs, même pour le peuple grec, la Grèce va devenir un pays sous perfusion de l'Europe. Est-ce que c'est bon pour le peuple grec? Non, je pense que le peuple grec doit revenir, doit retrouver la tête haute, comme ont fait les Irlandais ou les Portugais. Grâce à eux, peut-être que la solution c'est de sortir de la zone euro, retrouver une devise faible. Et prendre le risque géopolitique et peut-être ensuite revenir de l'axe Moscou-Athènes, d'ouvrir effectivement une fenêtre sur la Turquie. Parce qu'on les maintient bien dans l'Union européenne, pas dans la zone euro, mais dans l'Union européenne. Charles Gave, allez-y. Je crois plus beaucoup de temps, il faut faire court. Je voudrais quand même en revenir à une idée centrale, c'est celle du risque.
Il ne peut pas y avoir de croissance, comme l'a dit Marx, s'il n'y a pas de risque. Il y avait un grand philosophe du risque qui s'appelait Karl Popper et qui a montré que si on réduisait le risque sans arrêt, si on empêchait le risque de se matérialiser, il se matérialisait. Le risque ne diminuait pas, il se matérialisait d'un seul coup et de façon gigantesque quand les pouvoirs publics ne pouvaient plus l'empêcher. Nous sommes dans un monde aujourd'hui, que celui d'après mai 68, où plus personne ne peut supporter un risque. Les pauvres, avoir un risque, ça les met dans un état second. La population ne peut plus, on est des assistés qui ne pouvons plus prendre un risque. C'est ce que pense le gouvernement. Je ne pense pas qu'ils ont raison, je pense que le peuple est tout à fait capable de prendre des risques. Mais les gouvernements ne sont plus capables. Conclusion, regardez Cameron. Cameron arrive, il vire 600 000 fonctionnaires. 2 millions d'emplois créés. Nous, on en embauche 100 000, 600 000 emplois créés, détruits. Donc, si vous voulez, les gars qui prennent des risques sont réélus, les gars qui ne prennent pas les risques sont toujours battus. Donc, le temps est venu pour les démocraties de reprendre des risques à nouveau au pouvoir. Il y en a assez de ces hommes politiques qui méprisent le peuple et pensent qu'il n'est pas adulte, que ce sont des enfants qu'il faut les empêcher de se faire mal. Enfin, certains ne le sont pas en France, parce comme on n'a pas de culture économique, c'est vrai que parfois on se pose la question. Mais on n'a pas de culture. Le peuple a la culture développer. économique. C'est notre rôle. Les élites n'en ont pas. Le peuple a toute la culture économique que vous voulez. Natacha, pour terminer, on va sans doute prendre la solution de la raison, la solution du zéro risque, effectivement, aujourd'hui, qui ne réglera rien. C'est la solution la plus folle. Est-ce que c'est de la folie ou est-ce que c'est de la raison? C'est très difficile d'arbitrer tout ça. On aura peut-être un effet d'annonce ce soir positif, effectivement les grands titres, mais je pense que personne n'est dupe. Plus on regarde la question, plus les chiffres sont connus, plus les solutions quand même sont assez consensuelles finalement. Et finalement, on ne peut pas se voiler la face. Il faudra derrière, de toute façon, quoi qu'il arrive pour la Grèce, dans la zone ou hors de la zone euro, il faudra qu'on ait vraiment un signe fort de la part, je le répète, mais il faut le répéter aujourd'hui parce que c'est important, de la part de l'Allemagne, de la part de la France, et il faut donc que la position de la France soit un petit peu plus solide sur la question que ce qu'elle n'a été. Signe fort, qu'est-ce que c'est qu'un signe fort? Une concession de part et d'autre. L'Allemagne serait prête à accepter des gros mots comme une capacité budgétaire, par exemple. Mais en contrepartie de ça, il faudrait que la France accepte aussi de faire des efforts et des concessions et de prendre position. Au signal que derrière la Grèce, il y a l'Italie qui ne s'améliore pas du tout. Hein. C'est pas brillant l'Italie. Bon, écoutez, vous savez. Mais là, c'est plus gros. Ouais. L'Espagne avant, d'un point de vue législatif, il y a les élections en Espagne en septembre. Ça va être un vrai enjeu déjà. Les banques italiennes ont de mauvaises dettes qui font 10% du PIB. Hein. Ce soir, on va nous dire que la Grèce accepte 1% d'excédent primaire, qu'elle accepte de renoncer aux retraites anticipées et qu'elle accepte de remonter la TVA sur l'électricité. Et demain matin, tout le monde dira tout est réglé. Ne croyez pas un Grec quand il vous fait une promesse. Hein. C'est dans les naïds. Bon, merci infiniment d'avoir été là. Hein. Natacha Valla, Charles Gave, Marc Toiti. Les heures qui viennent vont être longues, mais nous les suivrons avec vous. À demain.